Il l'a acheté avec son premier salaire. Un client très généreux, cadre à la sécurité sociale, conduisant une 406, amateur de fist-fucking. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent Brûler, mourir, voler de Cyril Pernet. Lecture Shems Ketouche. Musique Charlie Nelson. Il n'a pas vraiment dormi, mais il n'est pas fatigué. Il éteint le réveil, rajoute son pyjama. Cette fichue dissertation d'histoire. L'île de la Cité en 1848. Sujet intéressant, certes, mais celui-là ou un autre. Il voulait finir de rédiger avant d'aller en cours. Le professeur a insisté. Les élèves doivent utiliser le passé simple et non le présent. C'est à ce genre de détails que l'on voit la différence entre la Cagne et le lycée. Il s'est déjà acquis de sa promotion aura un bon classement au concours. Pour le bac, il était tombé sur le tracé du fleuve jaune. Il n'ira jamais le voir en vrai. Il y a beaucoup d'aventures qu'il ne vivra jamais. Le manuel est sagement posé sur sa table de chevet. Les villes françaises au XIXe siècle. Il ne le rouvrira plus. Il vient seulement de le comprendre. Son pantalon de pyjama est raide au niveau de l'entrecuisse. La veille, il s'est masturbé frénétiquement. Il a joui 2 fois sans éprouver le moindre plaisir. Pourra-t-il besogner s'il n'a plus rien dans la culotte? Pourra-t-il engendrer s'il est impuissant? C'est curieux cette envie d'enfant-là, tout de suite. Il ne les aime pourtant pas. Ça crie, ça pisse au lit. On en prend pour 20 ans, puis quand on les quitte, ils souffrent. Il verrouille la porte des toilettes. Il urine, grimace. Son gland est à vif. Une croûte de sang coagulé orne la verge. Il tire sur son prépuce comme s'il tentait de l'arracher. Cela ne fait que redoubler ses élancements, des larmes brûlantes qui suintent au long de l'urètre. Avec un peu de connaissance médicale, il pourrait suivre pas à pas le trajet des humeurs depuis le nombril, une zone érogène, jusqu'à la fente rose et presque obstruée. Par quoi? Un paquet d'entrailles puantes. Il tire la chasse d'eau. Il s'assied sur le siège des toilettes, arracher son prépuce, une idée à creuser. Il essuie ses larmes, se rebraille. Dans le couloir, il allume la lumière. Dure, halogène, aucune pitié. On est nu. Il passe devant le salon. Son père, qui est couché depuis quelques semaines sur le canapé, a manifestement déjà commencé sa journée. Il n'est que 6h30, il bâille. Il se fait couler un bain, froid. Nous sommes en novembre. Vite attraper une pneumonie, cracher sa gorge, se laisser porter par une maladie douloureuse et implacable. Quel autre moyen aurait-il d'échapper à toutes les choses qui lui poissent la tête? On en guérit 1 sur 4. Pas de bol. C'est presque drôle. La génération suivante sera mieux partagée. Enfin, génération suivante, sauf s'il reste impuissant. Extinction de l'espèce. Plus aucun Pernet. Son prépuce. Tiré dessus. Aïe. Il vient d'arracher la croûte sur sa verge. Le voilà complètement émasculé. Un problème en moins. Il regarde la baignoire. Quelques poils sont restés pris dans le savon que son père a négligé d'enlever. Un rien de masculinité qui vous garde en terrain connu. Sauf que lui, son père, ne l'a pas sauvé. C'est un faible, un médiocre, un malchanceux. Ils le sont tous. Il tâte l'eau de la main. Froide, effectivement. S'ouvrir les veines. Il paraît que ça ne marche pas. Le poignet cicatrise trop vite, et puis on met du sang partout. Le destop, la meilleure des solutions. Sauf qu'on doit dégueuler ses tripes, ce qui semble encore plus sale. Sa chambre donne côté cour au 6e étage. Est-ce qu'il y a une possibilité, une seule, de se rater? De finir cloué à une petite chaise? Il prend sa respiration, puis il se jette jusqu'au menton dans l'eau glacée. Il ne peut retenir un léger cri. Il se savonne avec de grands gestes, des tremblements afin de se réchauffer. Les Suédois plongent chaque jour en hiver dans la mer Baltique.
Elle parlait d'un désir de visiter l'Europe du Nord. Il y avait eu ce projet il y a 2 ans du camping en Finlande. Ils avaient hésité car on disait que les moustiques étaient monstrueux, voraces. Elle avait une peau à moustique. Elle était déjà malade. Ça datait de sa première greffe de peau. Aurait-il dû braver les embûches, emporter de l'eau citronnée? Médiocre, médiocre. Toujours ces aventures qu'ils n'auront pas vécues. Il a beaucoup pensé à sa tenue. Il y a quelque chose de finat dans l'atmosphère et il veut avant tout être à la hauteur. Un caleçon Montana, quand même. Sous licence certes, mais bel et bien Montana. Il est très échancré, c'est presque un string. Il l'a acheté en cachette avec son argent de poche. Ce jour-là, il se souvient que le vendeur ne l'a pas dragué, contrairement à ce à quoi il s'était attendu. La jeunesse, la beauté ne suffisent donc pas. Arrêtez de boire. De toute manière, la réserve où son père garde ses alcools et qu'il vide méthodiquement depuis quelques mois, son père doit s'en douter, mais il fait semblant de rien, n'est pas infinie. Ses parents aimaient les alcools sucrés. Lui ne prise que le vin blanc très sec, à la limite le whisky. Depuis qu'il est majeur, il pourrait en commander dans les bars. Par exemple au Rouquet, derrière l'église, ouvert la nuit. Une idée à creuser. Ne pas fumer le cannabis de Samy. Ne pas goûter la cocaïne d'Enzo. Garder le charme de ses 19 ans, son fonds de commerce. Des chaussettes Burlington, noires, le losange bleu marine. Elle disait lorsqu'il était enfant que le noir et le bleu marine ne vont pas ensemble. Ce n'est pas l'avis du styliste de Burlington apparemment. Elle avait des goûts, des dégoûts inexplicables. Elle refusait tout ce qui venait de chez Kickers. Le slogan « La vie est trop courte pour s'habiller triste » l'agaçait. Elle l'habillait chez Cyrillus, flanelle, cachemire. Parfois une incursion dans les couleurs vives, comme cette tunique jaune citron avec des fermetures éclairs dans tous les sens. Manque de chance, c'était tombé sur le jour de la photo de classe. Il n'a pas froid, à moitié nuit dans sa chambre. L'effet du bain glacé peut-être. Pantalon gris souris, taillé ample autour des cuisses. Il est assez mince comme ça, pas besoin d'en rajouter. Une chemise blanche, parfaitement repassée. Bonne odeur de linge propre. Un pull noir, col en V, sobre. Les paraboots à 2000 francs qu'un client vient de lui offrir. On s'agite à la porte d'entrée. Tiens, son père. Avec 3 hommes et un brancard. Très vite, il comprend qu'il va être dépossédé de la chose. Il le sait. Il est trop jeune, trop maigre. 1m78, 65 kilos. Ça va pour le bois, mais les brancardiers ne lui ont pas dit bonjour. Question de crédibilité, pouvoir, charisme. Il ne s'était jamais avisé comme cela lui manquait. Il voudrait avoir l'air vieux, mûr, désabusé, revenu de tout. Ou alors il voudrait avoir 7 ans à nouveau, juste avant que l'on ne l'ait aimé, ou mieux encore, juste après. Il décide d'observer. Peut-être à un moment aura-t-on besoin de lui. Uniforme, bouteille d'oxygène, mine de circonstance. L'un des brancardiers fait signer un papier à son père. Les râles de sa mère en fond sonore. C'est un son et lumière, se dit-il, curieusement détaché, spectateur de lui-même. Dans l'appartement silencieux, les râles résonnent, on dirait un tambour qui chercherait à passer inaperçu. Il faudrait les étoffer par de la musique, une mélodie un peu jazz, ou alors du Barbara, plus triste et plus digne. Il étouffe un hoquet qui pourrait passer pour un sanglot. Ça serait mal le connaître. Rien ne sortira de lui. Une tombe. C'est de cette façon que ça se passe dans la famille. On garde ses problèmes au secret. 2 ans et demi depuis que le grain de beauté a commencé à s'éteindre. Presque rien. Il était en première. Cela ne l'a pas empêché d'avoir de bonnes notes au bac français. Puis l'année suivante, la mention. Pas de folie, juste un assez bien qui lui a permis de s'inscrire en Hippocagne. Sa mère était fière de lui. Poussée par ses parents, elle avait étudié la finance et le droit des affaires. Il n'y a rien de pire qu'une vocation contrariée. Est-il trop jeune pour vivre tout ce qui leur arrive? La majorité ne consiste-t-elle justement pas à savoir survivre aux épreuves? Dans l'entrée, les choses ont évolué. Les brancardiers ne savent plus quoi faire. L'ascenseur est trop étroit. La peste de ces immeubles haussmanniens. Pierre de taille, moulure, fer forgé. Il s'agissait d'une revanche pour sa mère. Chez les Bouliot, ménage ouvrier, on n'osait même pas en rêver d'habiter sur le boulevard. On ne pense pas assez à sa fin de vie lorsqu'on choisit son appartement.
Les râles se sont calmés. Sa mère n'a même plus la force de respirer. Il enfile un blouson, le petit cuir, follement élégant, un peu cintré mais pas trop, Agnès B, lui aussi. Il l'a acheté avec son premier salaire. Un client très généreux, cadre à la sécurité sociale, conduisant une 406, amateur de fist-fucking. Il s'est senti dégouliné. Les matières, la honte. Il glisse un livre dans sa poche. La Nouvelle Héloïse. Ça fait un peu cuistre, non? Faut dire, je suis en classe prépa. Il se le répète pour y croire. Je suis en classe prépa. Jusqu'à hier, du moins. Il passe devant la chambre dont la porte est grande ouverte. Les brancardiers sont au travail. Il dit, cette fois, à bientôt. Il ajoute, peut-être. Il trouve que ça sonne bien. Ils avaient l'habitude de se dire à tout à l'heure depuis l'enfance. Les journées d'école ainsi présentées semblaient moins longues. À bientôt peut-être. Sa mère ne fait aucun signe. Il prend l'ascenseur, il appuie sur tous les boutons, s'arrête à tous les étages. Au 5e, il se mouche. Au 3e, il a une érection. Au 1er, il décide qu'il va se masturber dans l'escalier de service. Puis au rez-de-chaussée, il se souvient de la croûte à vif sur sa verge. Alors enfin, il se met à pleurer. Les serveurs installent la terrasse. On entend les informations d'une radio quelconque. Le Parisien trône sur le comptoir. Il l'ouvre. Page culture. Mylène Farmer fête le succès de son album live. Il avait aimé la douce mélancolie de Ainsi Sois-je. Il écoutait la cassette dans son Walkman pendant les trajets familiaux en voiture. Il a décroché au moment de Pourvu qu'elle soit douce, dont il n'a jamais compris les paroles. Elle n'a pas de voix, et en plus elle articule mal. Difficile pour une chanteuse. Son public la sauvera. Tout le monde peut y arriver. Il suffit de savoir se vendre. Et s'il ressortait et allait au drugstore Saint-Germain afin de draguer des hommes riches et généreux? C'est un peu tôt. Quoique, pas de repos pour les braves. Le patron du petit Suisse n'a aucun charme, ce qui serait presque bandant. Il fait bon et chaud dans ce café. Au diable le drugstore. Il s'assied. Pas de chocolat ni de croissant, il surveille sa ligne. Il ne se sent toujours pas fatigué. La nuit a été courte, très agitée. Serait-ce le bain froid qui aurait révélé en lui une vigueur insoupçonnée? Il ouvre la Nouvelle Héloïse. Programme de philo, la sensibilité. Il tente de lire une lettre envoyée par la baronne d'Étanges à Saint-Preux, page 372. Mièvrerie, etc. Le prof les avait prévenus. Le reste du programme, l'idéologie allemande de Marx, encore moins engageant. Qu'elle crève le plus tôt possible, cette vieille conne de baronne. Le baron colérique et brutal est plus intéressant. Il referme le livre. Dehors, l'air aussi froid que son bain lui oxygène les poumons. Il hésite encore à son idée de drugstore. Puis il décide de rentrer chez ses parents. Pardon, chez son père. L'appartement est plus calme. Que s'est-il passé au juste? Les brancardiers sont-ils descendus par l'escalier? Ont-ils casé sa mère dans l'ascenseur? C'était drôle cette péripétie finale. Il essaye de rire. Il n'y arrive pas. Son père a pensé à prendre un parapluie. Il fait trop froid pour qu'il pleuve réellement. Lui aussi a ses petits rituels. L'enterrement aura lieu au cimetière de Vincennes. Il n'ira pas, il est majeur. Personne ne l'y obligera. Dans la chambre de ses parents, la bouteille d'oxygène n'a plus aucune utilité. Comme lui. Leur famille offre un pâle visage face au danger. Son père, faible, qui n'a pas su la sauver. Sa sœur, trop jeune. Lui, qui abandonnera tout. Il écarte la bouteille d'oxygène. Elle est lourde. Il ne savait pas. Il rabat une couverture. Tache énorme, sombre. Sang, excréments. Il renifle. Flotte une odeur écœurante. Il enlève les draps. La tache a percé jusqu'au matelas. Il les met dans la machine à laver. Il lance un programme. Linge très sale, double rinçage, essorage à 1400. La machine commence à tourner et il se rend compte qu'il a oublié de mettre de la lessive. Il serre les lèvres. Surtout ne pas pleurer. Ce n'est pas le bon moment. Ce ne sera jamais le bon moment. Lui aussi sentait le fécal avec son client adepte du fist-fucking. La différence, c'est que c'était bien payé. Elle, personne ne lui a rien donné. Que la douleur. On dit que la maladie stagne à l'état dormant pendant des années avant de se déclarer. Était-elle déjà là lorsqu'elle était enceinte?
A-t-il, par sa naissance, enclenché le processus fatal? A-t-il tué sa mère? Sa sœur n'est pas au lycée. Elle regarde 4 divorces sur TF1. La scène se passe dans un tribunal. La gentille gagne. Il se sert un verre de Malibu et grimace. Quand il se réveille, il se souvient qu'il a rêvé de 3 lumières. Il errait dans l'appartement, la nuit, pour les chercher. Le sommeil est une chose rare, précieuse. Le sommeil est en réalité la chose la plus précieuse. Son père, sa sœur, lui-même, il n'y a aucune autre trinité dans son entourage. Et puis lumière, vraiment, positive, sécurisante, éblouissante. Il secoue la tête afin de se libérer au plus vite de cette invention. Elle est vaine, vénéneuse. Elle n'a rien de réel. Sa sœur n'est toujours pas au lycée. Elle continue de regarder la télévision. Il a de la chance quelque part, il a déjà son bac et il a commencé ses études. Il va même passer son permis de conduire. Immédiatement il ricane. Études? Il est complètement paumé, oui. Il n'ira plus en cours. Il ne finira jamais les livres du programme. Les villes françaises au XIXe siècle, la nouvelle Héloïse. En guise de permis de conduire, il va plutôt attendre que des voitures s'arrêtent. Sa sœur regarde 3 hommes et un couffin. On lui avait offert la VHS car elle disait que c'était son film préféré. Il s'assied. Les gens s'habillaient comme ça en 1986. André Dussolier était beau garçon. Dommage, un steward hétérosexuel vivant avec ses amis dans une colocation à Paris. Je n'y crois pas une seconde. Une certaine Gwendoline Mourlet, d'après le générique, jouait un rôle minuscule. Qu'est-elle devenue? Les acteurs disparaissent aussi facilement qu'un claquement de doigts. Est-elle morte? Malade? A-t-elle laissé un fils derrière elle? Après le film, sa sœur branche la sitcom de M6, une nounou d'enfer. Le fils cadet a commencé à fumer. Heureusement, tout rentre dans l'ordre à la fin de l'épisode. Vers 20h50, son père arrive. Il est ivre. Il dit simplement « c'est fini ». Il tend les bras vers eux. Sa fille se met à pleurer. Quant à son fils, il se détourne. Manquerait plus que ça. Une étreinte frelatée, incestueuse, et quitte l'appartement. Il se dit qu'il va gagner de l'argent, mais il menace de pleuvoir. Et à 3 heures du matin, quand il semble évident qu'aucun client n'apparaîtra pour le sauver, il hèle un taxi. Il se refuse à pénétrer dans sa chambre et s'allonge sur le canapé du salon, sans enlever ses chaussures. Alors qu'il ferme les yeux, la question le frappe à nouveau, douloureuse et fulgurante. Qu'est devenue Gwendoline Mourlet ?